cependant, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, et en particulier à la fin de l'Empire, quand l'empereur voulait absolument faire une alliance avec l'Occident contre les Turcs, et que cette alliance devait passer par l'union avec Rome. Les patriarches s'y sont toujours opposés et l'union n'a pas eu lieu. Enfin, elle a eu lieu à Florence, mais elle n'a pas, elle a tout de suite capoté, parce que justement le pouvoir de l'empereur sur l'Église avait ses limites. Voilà, ce sont quelques exemples de nuances que je voulais apporter à ce que vous avez dit. Et puis, je voulais aussi dire que bon, vous admirez les empereurs de Byzance. Bon, moi, à part mon grand ami Manuel II, paléologue, pour qui j'ai une tendresse particulière, sinon les empereurs ne m'intéressent pas tant que ça. En revanche, les Byzantins eux-mêmes, les intellectuels, les hommes politiques, les hommes d'église, les moines, les médecins, les juristes, les femmes aussi, enfin bref, les Byzantins, eux, m'intéressent beaucoup. Le peuple byzantin m'intéresse beaucoup. C'est un peuple qui est très divers, ça vous l'avez dit qu'il y avait beaucoup d'ethnies, etc. Mais il y a aussi beaucoup de positions politiques, religieuses. On dit quelquefois, là où il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Je pense qu'on peut dire aussi, là où il y a 2 byzantins, il y a 3 opinions. Et c'est pour ça que je les aime, finalement. Très intéressant. Quand vous mentionnez ce terme césaropatisme, Denis a écrit beaucoup sur ce sujet parce qu'il trouve les origines du totalitarisme dans la Byzance, où la concurrence et la rivalité entre l'Église et l'État étaient toujours décidées comme victoire de l'État. Qui était. Mais selon Toynbee, en Europe occidentale, c'était autre chose. Cette rivalité était décidée contrairement pour la victoire d'Église. Et il écrit que les popes étaient les vainqueurs dans tous les contradictions entre Grigori le 7 et Henri IV et entre Innocenti IV et Philippe II. Mais, et ça, selon Toynbee, c'était à former les fondations pour la liberté. Mais c'était exactement la Russie où il n'y avait pas d'une idée d'un État théocratique et le totalitarisme spirituel d'Église avec police spirituelle en Espagne, Inquisition, ce n'était pas l'expérience de la Russie. Mais quelle victoire d'Église sur l'État était dans l'acte d'Henri VIII en Angleterre qui se déclarait à la tête de l'Église et a décapité Thomas More, déclaré dans notre manuel soviétique comme un humaniste, mais il était décapité pour la raison qu'il a refusé reconnaître l'autorité de Dieu, le deux rois, plus haute que l'autorité de Dieu. J'ai compris ça seulement après le mur après la chute du mur idéologique. Et Martin Luther avec son
césarisme du pape, d'Église, avec une moto terrible pour moi et pour chacun russe sans liberté politique. Cuius regio eius religio. C'est une absence de liberté spirituelle et de l'âme totale, beaucoup plus fort que les chaînes politiques, parce que c'est une attaque sur le cœur de l'individu. Très intéressant, mais je voudrais aussi ajouter que, quoique nous avons quelques contradictions ou opinions différentes, nous pourrons avoir sur ce sujet, mais au moment quand la Russie de Kiev a entré le monde chrétien, c'était la Byzance qui était le centre culturel de la civilisation chrétienne et pas l'Ouest. Et il a influencé beaucoup tous les mondes périphériques du monde chrétien. Et Kiev était une ville très civilisée, avec grande culture pour le temps, et la princesse Anne de Kiev, qui est mariée à Henri Ier, j'ai lu qu'elle restait jusqu'à sa mort, la seule personne qui pouvait lire et écrire à la cour d'Henri Ier. Lire en 3 langues, latin, slavon et grec. Monsieur le professeur Arignon, ajoutez quelques mots très a dit ma collègue, alors moi je vais réagir très intéressant. en n'étant pas tout à fait d'accord avec Natalia. Je ne suis pas un expert sur la Byzance, mais comme historien, naturellement, j'ai lu beaucoup de livres. Je voudrais me placer dans la réflexion qui a été celle de mon collègue, à savoir pourquoi Byzance. Aujourd'hui, Byzance, et ma collègue a dit, peut être approchée de façon mythique. Il y a le mythe de Byzance, il y a le rêve de Byzance. Et il ne faut pas aller bien loin, il suffit d'aller en direction du printemps de Paris, en ce moment, et vous allez voir une belle vitrine qui est décorée avec les parfums de Byzance. Donc Byzance est toujours présent dans le monde aujourd'hui, mais elle n'est plus présente, et c'est très important, du changement idéologique. Byzance n'est plus, je dirais, le lieu spécifique du débat des sexes des anges. Byzance est aujourd'hui assumée comme le luxe exceptionnel que l'on est capable de produire. C'est un retournement intéressant d'image. Alors, pourquoi pouvons-nous nous intéresser à Byzance encore aujourd'hui? Et c'est là la question. Et alors, je m'étonne que mes 2 collègues n'aient pas évoqué la Trieterim Stait Sejornomuniet, la 3e Rome est debout et de 4e il n'y a pas, ce qui quand même, me semble-t-il, a un sens, et qui est un sens très important. Important quoi? C'est qui est-ce qui a dit ça? Comment? La 3e Rome. Alors, c'est le moine du monastère Éléazar de Pskov qui a dit ça dans une lettre adressée probablement à Vassili III. On n'est pas sûr de la date exacte, entre 422 et 427.
Et donc, c'est une conception. Alors, première chose, à la différence de mon ami et de ma collègue Natalia, moi je crois que la Russie est à Byzance ce que la France est à la papauté, la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que l'héritage est passé. Et non pas en sens d'héritage, mais dans un sens autre, qui est celui de Constantinople. Je m'explique, et là je prends celle qui fut mon maître et qui aurait aimé être là ce soir, mais qui malheureusement est à Athènes, je veux dire Madame Hélène Harveiller, qui m'a prié de l'excuser auprès de vous. Eh bien, Hélène Harveiller a très bien montré que Constantinople n'est pas une rupture avec Rome, elle est le prolongement de Rome, et de la même façon Kiev est le prolongement de Constantinople. Et il y a là manifestement, je pense en tous les cas très fortement, un héritage. Alors c'est en cela que Byzance est très important. Et le deuxième élément, c'est que cet espace byzantin, on ne l'a pas évoqué non plus, est un espace de rayonnement que l'on appelle l'oïkouménée byzantine. C'est tout, l'oïkouménée byzantine est quand même quelque chose d'extraordinaire, qui aujourd'hui au XXe siècle, est un élément clé de la recomposition du monde, tant vu de Moscou que vu d'Ankara, qui assume désormais l'héritage byzantin, dans une problématique spécifique, mais qui toutes les deux prennent leur source dans l'oïkouménée byzantine. Or, qu'est-ce qui fait que cette oïkouménée byzantine a quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est quoi? C'est d'avoir réuni dans un même ensemble idéologique des peuples de langues différentes, qui prient dans des langues différentes, en slavon, en arménien, en grec, mais qui partagent le même rapport vis-à-vis, le même rapport à Dieu et à l'empereur. Donc vous avez là une formidable, je dirais, modernité de rassembler dans cet ensemble qu'on appelle l'oïkouménée byzantine des peuples divers, mais qui se retrouvent quand même un. Alors, dans cette démarche-là, ce respect des cultures, ce respect de la langue, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Velichko, et puis Mme Goncourt également, d'un personnage que j'aime beaucoup, que nous aimons, je crois beaucoup, qui est Phocios. Lorsque, j'ose dire, notre ami Phocios, parce que moi je vis avec eux tous les jours, vous comprenez bien, il est mort il y a quelque temps, au IXe siècle. Lorsque Phocios allait où? Et ça c'est un appel au monde contemporain. Où est-ce qu'il allait, Phocios, lorsqu'il nous a écrit sa bibliothèque? Il allait à Bagdad, au Dar al-Baït, pour traduire les textes non seulement religieux, mais les textes philosophiques, historiques et des sciences de la nature, avec ses amis et savants musulmans. Vous voyez qu'on est assez loin de ce type de rapport aujourd'hui. Et si une grande partie de l'héritage culturel grec est arrivée en Occident, c'est par ce relais qui s'est brusquement interrompu aux alentours de l'an 1000, car vous savez qu'il n'y a plus un seul manuscrit, il faut le savoir ça, musulman, qui est franchi vers l'Occident postérieur à l'an 1000, c'est-à-dire postérieur à la destruction du groupe des Moctazilites qui ont été liquidés dans le monde musulman. Mais Byzance s'est tournée vers l'extérieur, et ça c'est très beau. Et alors pour terminer, et voyez pourquoi pour moi... qui est à l'origine de la christianisation du monde slave. C'est Phocios qui s'est ouvert vers l'Occident. Alors, chère Natalia, vous dites, oh,
il s'est tourné, mon Vladimir, vers Constantinople, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de l'autre côté. Attention, de l'autre côté, vous avez l'Empire ottonien. Et aux alentours de l'an 1000, c'est un personnage assez exceptionnel, puisqu'on l'a surnommé, excusez-moi du peu, Mirabilia Mundi, la merveille du monde. Il s'agit d'Othon III. Et donc il y avait de l'autre côté, du côté de Rome, il y avait aussi un champ culturel qui eût pu, mais c'est parce que l'héritage est passé par Kiev que tout naturellement il s'est retourné vers Kiev. Et c'est en ce sens-là que la christianisation de la Russie, de la Rousse, de Kiev, par les Byzantins, a pu faire d'ailleurs l'économie des influences bulgares. Les influences bulgares sont plus tardives, ce qu'on appelle la deuxième influence bulgare, elle est plus tardive. Mais c'est venu directement de Byzance. Enfin, un dernier point que je voudrais dire, c'est le rôle des empereurs. Alors, comme ma collègue, et je suppose, comme M. Velichko, et je voudrais savoir, je lui posais la question, quel est son empereur vénéré, celui auquel il rêve tous les soirs dans son bureau. Parce que... Lui qui les a tous étudiés, il va nous dire quel est son empereur, quel est celui qu'il préfère. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous donner ma réponse. Et alors c'est un empereur, je vais vous dire qui c'est. C'est un empereur que j'aime beaucoup, et c'est un empereur qui a été anathématisé. C'est Constantin V. J'adore Constantin V, dont la lecture est extraordinairement difficile, parce que tout ce qu'il a écrit a été détruit, mais c'était un brillant général qui a fait que l'islam a repassé le Taurus. Ils sont même allés un peu plus loin que le Taurus. Et deuxièmement, c'était un remarquable théologien, si l'on en croit du moins les articles qui ont été écrits contre lui. Néanmoins, car il était iconoclaste, mais iconoclaste à titre personnel, je ne crois pas que ce soit une hérésie, c'est tout simplement affirmer que le monde chrétien, quand il est en péril, ne peut se rassembler non pas sur des saints matérialisés par des reliques et par des images et par des icônes, mais le monde chrétien ne peut se rassembler que sous un signe qui apporte la vie et la victoire, le signe de la croix, cette croix apparue à Constantin lors de la bataille du Pomilvius. Et Constantin. Je vais vous répondre si vous permettez. Oui, oui. Ну, на самом деле, есть несколько императоров, которые занимают в моем сердце особое место. Ну, конечно, в первую очередь Константин Равноапостольный. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs empereurs qui me sont très chers. Tout d'abord, Constantin l'Apostolique. Это его Constantin Ier. Это, конечно же, его сын Констанций. C'est son fils. На мой взгляд, совершенно блестящий исторический персонаж. Если говорить о более поздних императорах, C'est une personnalité absolument remarquable. Et puis, si on aborde l'époque tardive, Ираклий Великий, il y a l'Héraclius le Grand, Василий Македонянин, il y a Basile le Macédonien. безусловно, Константин V. Lequel des Basiles? Le premier ou le deuxième? Вы имеете в виду первого или второго? Нет, первый, Василий Македонянин, Василий основатель Македонской династии. C'est celui qui a fondé la dynastie macédonienne. Да. Конечно же, Константин V и Савр — это совершенно блистательная фигура, Bien обладанная в entendu, истории. Constantin V, l'isorien, qui est une personnalité absolument remarquable, qui a été longtemps dénigrée par l'histoire.
И не случайно епископы на Иконоборческом соборе 754 года назвали его 13-м апостолом. Ce n'est pas un hasard si les évêques, pendant le 13e concile, l'ont appelé le 13e apôtre. Единственное, я смягчу вашу боль. Mais je tiens à adoucir quelque peu votre douleur. Константин V никогда не был анафематствован. Constantin V n'a jamais été frappé d'anathème. На Седьмом Вселенском соборе его имя произносилось с восхищением, как имя его отца, Льва III Исавра. Lors du troisième concile, il a été au contraire porté au nu, tout comme son père, Лев III Исавра. Léon III Lysorien. Даже имена их не вычеркивались со церковных диптихов. D'ailleurs, leurs noms n'ont jamais été barrés dans les livres sacrés. Вообще из всех иконоборцев только один император Феофил, прошу прощения. Феофил, правильно говорить. Seul Théophile, seul empereur Théophile находился под угрозой отлучения, но эта угроза не была реализована. A été menacé par l'excommunication, mais il n'a jamais été excommunié non plus. Mais je ne partage pas le point de vue parce qu'il a vraiment été, il a été enlevé des dictiques, le concile de Nicée, le concile de Nicée, mémoire, les pièces ont été fondues, ces images ont été détruites et tous ces livres ont été brûlés. Нет, я прошу прощения. Но это же не анафема. Ce n'est pas l'anathème. Oui, mais non, mais c'est l'anathème de l'Église. La religion. Alors, ce qui s'est produit avec Constantin V, c'est que vous avez deux niveaux. L'Église, me semble-t-il, l'Église officielle a condamné et jeté l'anathème, mais le peuple de Byzance, официальная церковь не признала его вероучение или его позицию. Non, disons que l'Église officielle n'a pas reconnu ses positions, se distancié de ses positions. Да, и поэтому, естественно, не только его сочинения, но и сочинения Иконоборского собора и других иконоборцев были уничтожены. Но, к сожалению, время было достаточно жесткое. Ces livres qui ont été brûlés, mais aussi ceux de tous les autres iconoclastes, mais c'était l'époque qui voulait ça. C'est le nom qui lui a été donné, Copronyme. Но седьмой Капроним, да, это нехорошее прозвище. C'est vrai, ça Да. c'est... Но на самом деле оно появилось гораздо позднее. Mais c'est quelque chose, ce surnom est apparu beaucoup plus tard. А вспомним, что в IX веке, когда возникли серьезные проблемы противостояния с болгарами, En revanche, au IXe siècle, quand il y a eu une forte opposition aux Bulgares, народ ворвался в гробницу Константина V и с криком «Встань и спаси гибнущее государство!» просила его помощи. le peuple est venu adorer la tombe de cet empereur en disant lève-toi et sauve-nous. Mais c'est le problème, c'est qu'il a été condamné par l'Église, mais il a été vénéré par le peuple, parce que le peuple a toujours vu en Constantin V un vainqueur. Et jusqu'en 1453, ils ont été sur la tombe de Constantin V. И поклонялся его Абсолютно. мощам. Но если говорить о других императорах, конечно, Юстиниан Великий – это совершенно парадоксальная фигура, Je феноменологическая. pourrais aussi citer Justinien le Grand, qui était un très grand personnage. Это Алексей Камнин. Ensuite, Alexis Comnène. Его сын Иоанн, Эммануил. Son fils Jean, Emmanuel. Да. И, как мы помним, как раз династия Камнинов очень много прилагала усилий для того, чтобы воссоединить западную восточную церковь. D'ailleurs, la dynastie de Comnène s'est appliquée à réunir l'église d'Orient et l'église de l'Occident. В то время, когда серьезных разногласий еще не было. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de schisme à proprement parler. Il n'y avait pas de discorde vraiment profonde. И, кстати говоря, первыми противниками в этой череде были как раз константинопольские патриархи.
Et d'ailleurs, les premiers qui se sont opposés à ces tentatives étaient les patriarches de Constantinople. В умах которых, как уже отметила Наталья Алексеевна, слишком рано возник так называемый греческий национализм. Parce que eux, ils étaient vraiment, comme l'a dit fort justement Natalia Alexievna, étaient des nationalistes grecs, avant les lettres. Надо сказать, что в то время римский понтифик и византийский император демонстрировали куда более глубокое понимание кафоличности церкви. D'ailleurs, à cette époque-là, l'empereur byzantin et le pape de Rome comprenaient l'Église comme une Église catholique dans le sens universel. Надеюсь, я ответил. Sur cette question de l'Église, oui, parfaitement répondu, mais le schisme a bien éclaté en 1054. Donc le schisme existe depuis 1054, mais on dit traditionnellement que la réalité géopolitique du schisme est devenue effective seulement après la 4e croisade. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Et je vous en apporte une preuve. Ce sont les métropolites de Kiev, qui ont été les premiers à véhiculer une littérature anti-occidentale. Et ce n'est pas un accident géographique que tous les évêchés créés sous les règnes de Vladimir le Grand et de Yaroslav Moudry soient alignés sur la ligne de contact avec le monde romain. Ce n'est pas un hasard. Il fallait verrouiller la zone frontalière avec la Pologne. Et ça, c'est la Russe qui l'a fait, et donc elle a été dans une lecture d'un schisme effectif dès 1054, beaucoup plus développé après, en 1200. Je voudrais juste, à propos des patriarches dont vous avez dit que c'était des nationalistes grecs, je pense qu'on ne peut pas parler de nationalisme grec avant la 4e croisade, avant l'établissement d'États latins, qui a fait que ensuite les Byzantins ont, justement pour lutter contre les Latins, redécouvert leur passé grec classique, et que c'est à partir de ce moment-là qu'ils cessent de se dire essentiellement romains, parce que jusque-là ils se considèrent comme les Romains, l'Empire romain, mais qu'ils commencent aussi à se dire des empereurs non plus seulement romains mais grecs. Donc c'est possible pour la fin de l'Empire, mais pas au XIe, XIIe siècle. Et la deuxième chose, c'est que je pense que si les patriarches de cette époque-là, XIe, XIIe siècle, se sont opposés à l'union avec Rome, ça n'est pas du tout par nationalisme anti-occidental, c'est par réaction contre la réforme grégorienne qui faisait du pape non plus un patriarche parmi les autres et le garant de l'unité entre les patriarches. La primauté de Rome, c'était donc le pape de Rome, garant de l'unité des patriarches, et à partir de la réforme grégorienne, le pape devenait le chef direct de l'ensemble de l'Église, et non pas seulement de l'Occident, mais de l'ensemble de l'Église. Et c'est une réaction contre ça qui a fait que les patriarches ont refusé de s'unir, de se réunir à Rome. Juste un petit mot complémentaire, et je voudrais avoir l'opinion de M. Velichko. Est-ce que vous ne pensez pas que l'apparition, alors au XIe, XIIe siècle, là, du coup, de la diglossie à Byzance, n'est pas liée avec l'apparition du nationalisme? C'est-à-dire que où il y a rupture de compréhension identitaire, dont on a deux langues, une langue attique, celle de l'élite,
et une langue vernaculaire, et vous ne pensez pas que c'est un élément de gestation, d'apparition du nationalisme, là, qui va pouvoir se référer à l'héritage antique, à toute la tradition. C'est possible, mais ça ne, les Byzantins ne se considèrent, ne se disent grecs que après. Oui. Vous pouvez expliciter un peu cette idée de deux langues? Alors, c'est tout simplement que à partir d'un moment, et c'est encore un peu vrai de nos jours, en fait il y a deux langues grecques, si l'on peut dire, c'est-à-dire la langue classique qui devient la langue savante, qui est la langue du grec ancien qui devient une langue savante et qui est ce qu'on appelle actuellement la katerevoussa, c'est-à-dire la langue de très haut niveau, la langue écrite, et les gens, eux, parlaient un grec beaucoup plus populaire, ce qu'on appelle le démotique maintenant, et c'était un grec parlé très différent du grec écrit. Il y a une rupture. Je ne sais pas s'il marche les... Вот этот работает? Хорошо. Ну, откровенно сказать, я полагаю, что вопрос языком внес свою лепту, конечно, и в раскол церквей, и в некое оскуднение самой Восточной Церкви. C'est vrai que cette question linguistique a joué un rôle pour ce qui est du schisme et pour ce qui est aussi de l'appauvrissement de l'Église. Но на самом деле, как в любом вселенском явлении, а раскол церкви это, конечно, вселенское явление. Mais en fait, le schisme est un événement qui a secoué tout l'univers de l'époque. Постепенно и последовательно действовало сразу несколько факторов, которые в конце концов и привели к этому трагическому Et on событию. ne peut pas dire qu'il y avait un seul facteur qui a provoqué ce schisme. Il y a eu toute une série de facteurs qui ont contribué à ce phénomène. Папа Григорий VII Гильдебранд, собственно, не внес ничего нового в неписанное учение о папской власти. Le pape Grégoire VII, en fait, n'a rien dit de révolutionnaire. Он лишь ужесточил некоторые акценты. Il a simplement accentué certaines notions, certains concepts. Но, кстати говоря, он один из первых прилагал титанические усилия для того, чтобы спасти Византию от турок. D'ailleurs, dans le même temps, il était parmi ceux qui se sont appliqués à sauver la Byzance contre les Turcs. Он считал их схизматиками, но схизматиками исправимыми. Il les considérait comme étant en quelque sorte séparés de l'Église, mais récupérables. То, что касается церковного общения, то мы знаем, что даже после Четвертого крестового похода Александрийская церковь состояла в церковном общении с Римом. Pour ce qui est de contact entre les deux branches du christianisme, même après la 4e croisade, il y avait des contacts poussés au niveau de l'église d'Alexandrie. Хотя к тому времени власть Константинопольского патриарха была, безусловно, и в Египте. Même si à cette époque-là, l'empereur byzantin étendait son pouvoir sur l'Égypte. Антиохийская церковь неоднократно пыталась примирить Константинополь и Рим. L'église d'Antioche s'est appliquée à réconcilier la Byzance et Rome. Да и достаточно прочитать выступление святого Марка Эфесского на Ферраро-Флорентийском соборе. Il suffit de lire le discours de Saint Marc lors du concile, какой собор? Ферраро-Флорентийский. Флорентийский. Флорентин. Для того, чтобы понять, что авторитет римского папы был чрезвычайно велик даже в то время на Востоке.
pour comprendre que le pape jouissait d'un très grand prestige à cette époque-là, même en Orient. Я не богослов и не берусь высказывать суждения по теме филиоквия. Je ne suis pas théologien et je ne vais surtout pas rentrer dans les débats sur Filioque. Но тем не менее, целый ряд видных православных богословов утверждают, что Филиоквий не так жестко разграничивает наши богословские позиции, как иногда кажется. Cela dit, il y a un bon